Et vous avez préparé ce travail sous la direction de mon collègue Joseph Mantello. Alors je vais vous accorder à vous de 30 minutes, c'est-à-dire 15 minutes chacune. Disons qu'il y a un jury qui a été nommé à cet effet pour juger de votre travail. Le président, c'est moi, professeur André Pachambokiba. Ça, c'est rituel, hein, parce que vous, quand même, vous connaissez ce monsieur-là. Le directeur, c'est Joseph Mantello. Et l'examinateur, c'est monsieur Marie-Albert Malonga. Alors, je vous passe donc la parole pour la présentation de votre travail. Merci, monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui notre travail de recherche intitulé « Formation continue des enseignants des écoles conventionnées de type 1, problèmes et perspectives ». Je suis Madame Smert Guylaine Londoudi et mon nom c'est Madame Lana Laetitia Iwanga, étudiante en management de ressources humaines. Nous sommes fiers de partager le fruit de notre aventure intellectuelle. Nous sommes prêtes à répondre à vos questions, accepter des observations et discuter en détail des aspects de notre mémoire. Notre travail s'articule sur 5 points. L'introduction, la méthodologie du travail, les résultats obtenus, l'analyse des résultats, enfin la conclusion. En ce qui concerne le contexte de l'étude, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, l'efficacité d'un système éducatif dépend en particulier de ceux qui dispensent l'enseignement en classe. Tous les acteurs de l'éducation ont souligné le rôle crucial du personnel enseignant dans la réussite des élèves. Les efforts déployés dans le monde pour atteindre les objectifs escomptés à l'amélioration de la qualité de l'éducation ont confirmé la contribution indispensable des enseignants qualifiés. Le Congo, comme tous les autres pays en développement, aspire au progrès, ce qui conduit les dirigeants à mettre en œuvre des actions pour aboutir à une meilleure performance du système éducatif. C'est ainsi qu'au lendemain des indépendances, autour de la conférence de la décolonisation du système éducatif en Éthiopie à Addis Abeba, du 15 au 25 mai 1961, que l'État congolais a signé une convention avec l'Église catholique dans le cadre de l'éducation. Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, nous allons justifier notre étude. L'intérêt de mener ce travail de recherche réside dans le fait d'apporter une interprétation afin de conscientiser les responsables de formation de la Direction générale de l'école privée et la Direction générale de formation continue afin de leur permettre de mener des actions correctives allant dans le sens de mettre en place des dispositifs de la formation continue plus adéquats pour les enseignants. Les objectifs. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, notre travail a un objectif général de cette étude. Et l'objectif général de cette étude, c'est d'améliorer le rendement des enseignants et qu'ils soient en mesure d'accomplir convenablement leur labeur.
De cet objectif général découlent les objectifs spécifiques. De façon spécifique, il s'agit d'identifier les faiblesses de la formation continue des enseignants des écoles conventionnées catholiques de type 1, comprendre l'importance que devrait jouer la formation continue des enseignants sur les résultats des apprenants, définir une politique d'amélioration de la formation continue en rapport avec le développement des compétences des enseignants et la pratique sur le terrain. Problématique. De la problématique de cette étude de recherche, nous nous sommes posé des questions de recherche suivantes. La formation continue telle qu'elle est assurée par l'État répond-elle aux besoins spécifiques des enseignants? Les enseignants formés sont-ils rationnellement utilisés et reclassés à l'issue de la formation continue? Nous avons émis des hypothèses. Pour mener à bien notre étude, nous avons formulé les hypothèses suivantes. 1. La formation continue est en inadéquation avec les besoins spécifiques des enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches. 2. La lenteur des procédures de traitement de dossiers fait que la majorité des enseignants formés sont utilisés mais non reclassés dans l'immédiat. Pour mieux aborder notre recherche, il y a lieu de définir les concepts clés suivants. La formation. Le concept de formation vient du mot latin formatio. Il s'agit de l'action de former ou de se former, ou le résultat de cette action, donner une forme à quelque chose ou, s'agissant de deux ou plusieurs personnes ou choses composées, le tout dont elles font partie. La formation professionnelle. La formation professionnelle est définie comme un concept qui aide à créer de la portée et des opportunités à l'employé en développant son talent et en améliorant ses compétences et son savoir-faire. La formation continue. La formation continue renforce les compétences, améliore l'employabilité et la productivité des professionnels. Elle stimule également la confiance et la satisfaction au travail tout en renforçant la performance et la compétitivité des employés. La formation initiale. Toute formation initiale des enseignants a d'une manière globale pour objectifs généraux de former les enseignants pour enseigner toutes les disciplines spécifiques, appliquer diverses stratégies pédagogiques pour impliquer chaque élève dans les activités, organiser les activités extrascolaires, évaluer l'activité des élèves et s'auto-évaluer, collaborer avec les familles des élèves et la communauté, coopérer avec les collègues et s'intégrer dans la communauté des enseignants, réfléchir sur les démarches pédagogiques. La formation sur l'État. C'est une formation d'acquisition des compétences qui se mène en cours d'emploi. Elle est pratiquée sur le poste de travail comme lieu d'apprentissage. Elle se fait sous forme d'atelier. La formation sous forme de session. C'est une forme de formation qui est déterminée dans la durée d'apprentissage. Elle est conçue pour plusieurs agents et cible un ensemble de connaissances relatives à un domaine bien précis. Le plan de formation est l'aboutissement d'un processus managérial visant à établir la meilleure synthèse possible de ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs organisationnels en termes de compétences. L'efficacité, c'est la qualité de ce qui permet d'atteindre les résultats escomptés et est directement liée à l'idée de compétence. D'un point de vue plus large, on peut comprendre l'efficacité comme l'action qui produit les effets souhaités. L'efficience.
C'est un terme important dans une organisation. C'est en général ce qui lui permet de dégager de la rentabilité en assurant une bonne, voire une très bonne qualité de service. Présentation des écoles conventionnées catholiques de type 1. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, comme on a eu peur d'avoir beaucoup de diapos, nous avons écrit, donné des détails sur feuille. Donc, cette partie a 5 points. L'historique, la localisation, la mission, l'organisation et la convention. S'agissant de l'historique, l'école catholique a dès le départ fait un travail d'évangélisation sous l'impulsion de 2 précurseurs, Monseigneur Prosper Augoire et Monseigneur Hippolyte Carré. On peut remonter la création de l'école catholique à 1890. Voici 2 dates importantes, 2 dates historiques qui méritent d'être mentionnées. 1890 à 1920, création des villages chrétiens et début de l'alphabétisation pour former des interprètes et des catéchistes. De 1911 à 1920, création des écoles primaires dans les villages chrétiens où sont créées des paroisses appelées missions, avec des objectifs précis, à savoir former des catéchistes chargés non seulement d'enseigner le catéchisme, mais aussi d'alphabétiser, faire apprendre l'arithmétique aux enfants des villages chrétiens. La localisation. L'école catholique est présente dans les 9 arrondissements de la capitale Brazzaville. La direction diocésaine de l'école, la DEDEC, sous sa juridiction également les écoles catholiques des districts d'Igné et de Gomatete dans le département du Pôle. Elle constitue la zone campagne. Ainsi, l'école catholique de l'archidiocèse de Brazzaville est repartie sur 3 coordinations sectorielles qui sont la coordination sectorielle de Brazzaville Nord, la coordination sectorielle de Brazzaville Sud, Centre, et la coordination sectorielle de Brazzaville Sud. La mission, fondée sur le droit de l'enfant à recevoir une éducation chrétienne et le libre choix de la famille, les établissements catholiques d'enseignement dans le cadre de la liberté publique d'enseignement reconnue par la plupart des constitutions et de droit international sont des institutions chrétiennes qui participent à un service d'intérêt public. Ils reconnaissent les obligations qui en découlent. Ainsi, l'Église catholique du Congo, prenant acte du drame scolaire et des conditions nouvelles apparues dans le pays, a décidé de s'investir dans l'éducation de la jeunesse pour l'enseignement, fidèle à son idéal de conduire les jeunes à l'excellence, non sans réserver une attention particulière aux plus délaissés. C'est un devoir permanent pour l'Église catholique d'instruire et d'éduquer. L'organisation. En République du Congo, l'école catholique du Congo est placée sous la tutelle de la Commission épiscopale de l'éducation catholique, la CEDUC, confère article 7 de la Convention de l'enseignement sur l'enseignement entre le gouvernement et l'Église catholique qui est au Congo. Et enfin, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, la Convention. La loi numéro 25/95 du 17 novembre 1995, c'est le cadre juridique qui structure le système éducatif congolais. Je passe la parole à Madame Elana Laetitia Iwanga pour la deuxième partie. Merci Madame Dondi. Actuellement, nous allons passer à la deuxième partie, notamment la méthode de collecte des données. Pour réaliser ce travail, nous avons procédé à l'observation et ensuite nous avons établi un questionnaire auprès des enseignants des écoles conventionnées catholiques de type 1. Le questionnaire écrit contient plusieurs questions, notamment
comprend plusieurs questions, notamment les informations sur les enquêtés, leurs prospectives et en même temps leur niveau d'études. En effet, sur les données ainsi recueillies, nous avons appliqué les approches qui suivent une approche qualitative qui repose sur un corpus théorique qui permet de poser des hypothèses. La phase empirique d'une telle recherche se réalise souvent en conduisant une enquête par questionnaire. Ensuite, nous avons effectué une approche quantitative. Le chercheur part d'une situation concrète comportant un phénomène particulier qu'il ambitionne de comprendre et non de démontrer, de prouver ou de contrôler. Il veut donner sens au phénomène à travers ou au-delà de l'observation, de la description, de l'interprétation et de l'appréciation du contexte et du phénomène tel qu'il se présente. Ensuite, nous avons des données ici, des données brutes concernant notre étude. Nous avons interrogé les enquêtés à partir de plusieurs tableaux. Nous avons eu des résultats, fait ces résultats dans plusieurs tableaux, notamment le tableau numéro 1 concerne la catégorie sociale démographique des enquêtés, notamment la tranche d'âge et l'expérience professionnelle. Le tableau numéro 3 concerne la formation professionnelle de base et le tableau numéro 4, les connaissances de la formation continue. Le tableau numéro 5 parle de la participation à la formation continue. Le tableau numéro 6, la participation à la formation continue également, c'est-à-dire l'apport. Ce que la formation continue permet aux enquêtés de bien fonctionner ou encore de bien s'exprimer sur le terrain. Le tableau numéro 8, suivi administratif de la formation continue de l'État. Et le tableau numéro 9, le niveau de satisfaction des enseignants sur la formation continue. Le tableau numéro 10 nous donne le rapport entre la formation et les besoins des enseignants. Ensuite, le tableau numéro 11, l'organisation des formations. Puis nous avons le tableau numéro 12 concernant l'exécution des tâches et le tableau numéro 13 montre l'importance de la formation continue dans le développement des compétences des enseignants. À l'issue de notre étude et des résultats de nos enquêtes menées auprès des enseignants, nous avons constaté que le système éducatif congolais, plus précisément le secteur de la formation continue des enseignants des écoles conventionnées, souffre de nombreux problèmes dont les plus importants que nous avons recensés sont les suivants. L'inadéquation des formations par rapport aux besoins actuels des enseignants. Insuffisance dans le système de gestion des enseignants. Une faiblesse du mécanisme de traitement des dossiers dans de traitement de dossiers de reclassement. Ensuite, nous avons émis certaines suggestions à l'endroit de la DGRAS, et ensuite une suggestion à l'endroit de la DRSC, et ensuite nous avons proposé l'intégration de la digitalisation dans la formation continue. Au sortir de ce travail, nous avons émis une conclusion, nous avons terminé par une conclusion. Donc, notre étude a porté sur la formation continue des enseignants des écoles conventionnées catholiques de type 1, en caractérisant la formation continue des enseignants. Cette étude se veut être une contribution à l'amélioration de la compétence qualité dans le secteur de l'éducation. Comme toute étude nécessite une perspective de recherche, nous avons orienté notre discussion sur la formation continue des enseignants du secondaire. Cette étude est partie d'un constat selon lequel il y avait une incohérence entre la formation continue et les besoins spécifiques des enseignants. Ce travail nous a permis d'examiner les difficultés, puis nous avons fait une approche de solution
de perspectives liées à la formation continue des enseignants des écoles conventionnées catholiques de type 1. Alors, il serait judicieux pour nous de poursuivre ce travail par cette question. La formation continue peut-elle relever le niveau des enseignants? Nous vous remercions pour votre aimable attention. C'est ainsi que nous terminons notre exposé et nous sommes actuellement disposés à vos remarques et prêts à répondre à toutes les questions qui seront posées. Je vous remercie. J'ai dit dans mon introduction que vous avez préparé, mesdames, ce travail, ce mémoire de Master Pro, sous la direction de mon collègue Joseph Montello, à qui je vais maintenant passer la parole, pour ses observations. Merci, monsieur le membre. La parole accordée. Effectivement, monsieur le président, nous avons travaillé avec aisance avec madame Ndoudi et avec la sœur Ndoudi et madame Iwanga. Nous avons travaillé sur la formation continue des enseignants des écoles conventionnées du type 1. On a échangé, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai oublié quelque chose, c'est la question que je vous pose. Quelle est la différence entre l'école conventionnelle de type 1 et de type 2? La différence entre l'école conventionnelle 1 et type 2. Notez la question, vous y répondrez tout à l'heure. Alors, je disais que nous avons travaillé avec aisance, avec les deux imputants. Ils étaient fidèles au rendez-vous. C'était des étudiants exemplaires. Ils répondaient à toutes les demandes de rendez-vous. On était tous là. On travaillait ici à l'école. Et nous avons alors, le problème, que la thématique de notre sujet aujourd'hui, c'est la formation continue. Bon, dans les établissements scolaires, nous avons des animations pédagogiques, nous avons des séminaires de formation, et ainsi de suite. Je vous avoue, monsieur le président, que je suis satisfait du travail habitué à la Pétran. Elles ont respecté le guide de notre école, la charpente de leur travail, à respecter au guide de l'école. Nous avons deux parties et chaque partie a 2 chapitres. Nous avons eu une introduction avec la justification, contexte, objectif, général, spécifique, problématique, question de recherche, hypothèse et une méthodologie de recherche. Nous avons une conclusion et la bibliographie. La table de matière aussi et le résumé. Voilà ce qui est positif. Maintenant, ce qui est négatif qu'on va corriger en tant que membre du jury. Nous allons prendre donc le document, certainement comme ça donne le document. Nous prenons le document, prenons la page remerciements.
de la sœur Lili, il faut centrer. Le type remerciement, il faut centrer. Alors, l'école a une méthodologie de remerciement qu'il faut respecter. Alors ici, vous avez remercié tout le village. Vous avez toute la vie. Il faut modifier. Je crois que vous avez droit seulement à 6 puces, pas plus. De même au remerciement de Madame Iwanga, le dernier paragraphe. Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, c'est pas bien. Il faut enlever cette partie. Et lire l'abréviation, il faut mettre aussi, il faut centrer aussi. Il faut centrer, améliorer, le sommaire, on dit bien sommaire. Donc dans le sommaire, il n'y a pas de dédicace, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de liste. Les tableaux, ici des abréviations, le résumé, il faut vérifier cela. Dans mon document, je ne sais pas si chez vous aussi, monsieur le Président, c'est comme ça. Après le sommaire, vient la table de matière. Non, la table de matière se met à la fin. Et le résumé aussi manque. Alors que vous avez votre résumé derrière ici, mais à l'intérieur, il n'y a pas de résumé. Est-ce que c'est la précipitation? Bon, il y a des copies, mais ça c'est le travail du monsieur le rapporteur. Je vais vous poser quelques questions. À la page 25, vous avez défini l'efficacité et l'efficience. À la page 25, vous avez défini l'efficacité et l'efficience. Ma question est celle-ci. Existe-t-il une nuance entre ces deux concepts? Une autre question. C'est bon? Il y a une question. Bon, vous avez parlé de type de formation. Mais il y a combien de types de formation qu'on peut retenir? Dans tout ce que vous avez dit, la formation continue, la formation professionnelle, la formation de ceci. Et donnez-moi quelques types de formation. Phare. À la page annexe, à l'annexe, il y a un joli tableau. Regardez, un joli schéma. Oui. Ouais. Vous avez dit ceci, fonctionnement de l'école catholique. Ma question est celle-ci. Comment fonctionne ce schéma? Comment fonctionne l'école catholique? La dernière préoccupation, Monsieur le Président, par votre permission, si vous pouvez me permettre, je voudrais adresser cette question à la sœur, par votre permission, parce que c'est en principe c'est au but. Mais comme l'autre n'est pas dans la communauté catholique, je voudrais adresser... Comment vous le savez?
Non, disons que c'est des chercheuses. Hein. Posez la question, posez la question. Posez la question, on va voir comment faire. Et si madame, si vous passez mère supérieure, comment, quelles sont les actions premières que vous allez mener pour résoudre cette question de formation? Merci, Monsieur le Président. Ben voilà, Sœur Ndoudi, Madame Iwanga, il y a une série de questions qui ont été posées par mon collègue Joseph Mantello. Je vous laisse quelques minutes vous concerter pour nous apporter des éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury. En ce qui concerne la première question, quelle est la différence entre l'école conventionnée de type 1 et l'école conventionnée de type 2? En ce qui concerne l'école conventionnée de type 1, c'est une école qui a été prise par l'État et a été rétrocédée. Donc, une école qui a été rétrocédée. Et cette école a le même traitement que l'école publique. Donc l'État affecte des enseignants qu'il paye dans ces écoles. Mais par contre, une école conventionnée de type 1, 2, c'est une école privée quelconque, comme une école de congrégation, congrégationnelle, une école de la paroisse, une école qu'une personne a créée, un promoteur qui ne dépend pas de l'État, qui ne reçoit rien de l'État. C'est ça la différence. Vous savez, monsieur le membre du jury, monsieur le président et monsieur le membre du jury, vous avez posé une question à savoir si j'étais, je ne veux pas faire mère supérieure, je préfère être responsable. Si j'étais la mère responsable, quelles sont les actions premières que je pourrais mener concernant la formation? Je dirais que déjà, la formation en elle-même, c'est une affaire un peu difficile. Mais en tant que responsable, je vais tenir compte de chaque département, voir chaque département a quel souci. Et ces soucis, je vais donc demander à chaque responsable de GAP de m'apporter, de m'amener, de mettre sur table les soucis. Et ensemble, nous allons voir quelle direction allons-nous prendre. Donc, comme on dit en GRH, l'homme est un être complexe. Je ne serai pas là à imposer les choses, mais ensemble, nous allons chercher les voies et moyens pour trouver une solution. C'est-à-dire, je vais collaborer avec eux pour voir quels sont leurs soucis. Et après, je demanderai qu'elle fasse le travail de fond. Et moi, je vais voir. Et à la fin, il y aura un feedback. C'est ce que je pense. Je ne vais pas imposer ma volonté, mais nous allons travailler ensemble pour trouver la solution. Ils vont d'abord me dire quels sont leurs besoins. Merci. Merci de m'avoir passé la parole. Je voudrais répondre notamment à la question selon laquelle
existe-t-il une nuance entre, d'abord, peut-on retenir, quel type de formation peut-on retenir? Donc, de façon globale, on peut retenir deux types de formation, à savoir la formation professionnelle et la formation initiale. Donc, ces deux formations englobent un peu la formation continue et autres. Donc, la formation initiale, c'est tout simplement ce que nous subissons lorsque nous sommes au niveau de l'école. Les non-travailleurs, ils suivent une formation initiale. Par exemple, j'ai eu le bac, après le baccalauréat, je vais à une école supérieure pour subir une formation. Et lorsque je suis déjà dans le monde du travail, je peux repartir à l'école pour subir une formation, c'est-à-dire la formation professionnelle. Dans la formation professionnelle, il y a également, dans la formation continue, il y a également la formation professionnelle. Donc ce sont tout simplement des travailleurs qui veulent se faire reformer ou encore qui veulent se perfectionner par rapport à, ou encore ils veulent avoir un grade supérieur. Donc ils reviennent tout simplement à l'école pour avoir cette formation professionnelle. Et la formation initiale, c'est un parcours normal en fait. Quelqu'un qui ne travaille pas, il vient subir une formation. Donc c'est ce que je pouvais dire à ce sujet. Existe-t-il une nuance entre efficacité et efficience? Il existe une nuance entre efficacité et efficience. Efficacité, c'est la capacité d'une personne à atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, peu importe, il atteint ses objectifs. Par exemple, dans une entreprise, nous avons un quota, par exemple, nous avons un objectif de vente d'1 milliard, par exemple, et à la fin du process, à la fin du mois, lorsqu'on fait les vérifications, on se rend compte que les objectifs ont été atteints. Nous avons été efficaces. Par contre, l'efficacité, l'efficience, merci. L'efficience, c'est atteindre les objectifs, peu importe, en utilisant les moyens qui sont à notre disposition. Donc, on utilise des faits moyens ou encore... peu importe la difficulté, on arrive à aggraver la difficulté. Je prendrai l'exemple d'une entreprise toujours qui doit produire 100 livres. Et ils ont un objectif également ils doivent atteindre un objectif de 100 livres la journée par exemple. Et lorsque la journée s'achève, ils reçoivent un appel disant que nous avons besoin de 100 livres supplémentaires. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas la production, on continue la production. Donc en fin de journée ou encore en fin de soirée, nous avons produit, pas 100 livres, mais nous avons produit 101, c'est ça, 200 livres en fin de journée. Malgré la difficulté, malgré ce qui s'est passé, nous avons pu atteindre ces objectifs. C'est ça, nous avons été, à ce moment, on dira que l'entreprise a été efficiente. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il y a une nuance entre ces deux termes. Donc, c'était tout. Merci. Bon. Monsieur le Président du jury, il reste quelque chose. Oui. Et il restait une question qu'on avait posée tout au début, d'expliquer ce chemin. Oui, comment fonctionne? Fonctionnement de l'école catholique. Nous avons d'abord en tête la conférence épiscopale du Congo. C'est la conférence épiscopale du Congo qui donne la vision, le choix de mission et les valeurs. Donc, tout ce que nous faisons en bas, c'est la conférence épiscopale qui nous donne les lignes de conduite. Et donc, la CEDUC prend en main tout ce que la conférence épiscopale a demandé. Et puis, ça continue. En bas, la CEDUC nous donne, communique maintenant aux écoles qu'est-ce que les évêques ont décidé. Et dans les coordinations sectorielles, nous allons donc mettre en pratique tout ce que les évêques ont demandé de faire dans nos écoles. Et s'il faut voir, il y a des flèches. Donc la CEDUC
Chez nous, on peut dire comme le ministère des enseignements, de l'enseignement. Mais la DEDEC, c'est la DEDEPSA, chez nous, les catholiques. Et ainsi de suite. Merci. Ça va, Monsieur le Président, mais je vais rectifier. Il faut être simple. Formation initiale, formation professionnelle, formation continue. Formation initiale, c'est mon bac, c'est la formation initiale. Je fais un concours pour aller à l'ENI. Je vais à l'ENI, je vais faire la formation professionnelle. Une fois la formation terminée, je vais travailler. Instituteur, je fais un concours pour aller un peu plus pour aller être conseiller pédagogique. Je fais la formation continue. Vous êtes venu faire la formation continue. L'efficacité, le plus simplement possible. On vous demande de faire deux enfants en 2 ans. Voilà. Il y a une femme qui fait 2 enfants en 2 ans. Mais il y a une femme qui fait un enfant en 1 année. Oui, voilà. Les jumeaux. Là, donc celle qui fait l'enfant en 2 ans, c'est efficace. Celle qui fait les jumeaux, efficients. Oui, oui, c'est ça. Merci. Merci, monsieur. Bien. Bon, je vais passer la parole maintenant à l'examinateur. C'est mon collègue Marie-Albert Malou. À toi la parole. Monsieur le Président, chers collègues, merci pour la parole que vous me donnez. Je vais moi aussi contribuer à améliorer ce travail. C'est notre mission. Mais je veux passer par un petit biais, à savoir, mon collègue Mantello vous a posé la question, si vous passez maire, non, vous avez refoulé ce concept. Si vous passez responsable, quelle action que vous devrez mener assez rapidement pour résoudre le problème de la formation. Vous avez dit que on va se concerter de façon synthétique, on va se concerter, mais je ne vais pas imposer. Est-ce que vous savez cette forme de management qui consiste à gérer sans imposer? Est-ce que vous connaissez cette forme de management qui consiste à amener les gens sans s'imposer? Ok? C'est la première question. Alors, en ce qui concerne mon travail, c'est tout simple. On m'a demandé de lire le travail et de présenter les imperfections. Et comme nous sommes des humains, il y a toujours des imperfections. Je vais commencer par la bibliographie. Je commence par la bibliographie qui est quand même une source d'inspiration pour tous ceux qui travaillent, qui font de la recherche. J'ai regardé votre bibliographie. Bon, ici, à l'école, on demande de faire une bibliographie en fonction d'un certain ordre, qui est l'ordre alphabétique. Et je suis sûr que le professeur Mantello vous a indiqué cette information-là. Je suis sûr. Et je constate, malheureusement, qu'il y a des noms qui sont venus avant les prénoms, ce qui fait que l'ordre alphabétique n'est pas suivi. C'est normal. Au départ, c'est Alté M, c'est bon. Deuxième cas, Fabre Michel. Bon, Michel, c'est pas la peine de mettre Michel, il faut mettre M.
Okay. Guy Moussavou, je connais bien, c'est Moussavou G. Okay. Donc voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le nom d'abord, le prénom, mais ensuite concerne les noms, le faire par ordre alphabétique. Vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Même derrière, Kenge H, ainsi de suite. Bon. Vous avez souhaité vous inspirer également des sites web. Je trouve ça insuffisant. C'est très insuffisant. Ouais, vous avez l'occasion de consulter, mais la consultation que vous avez à faire est vraiment presque marginale. Donc, dans votre travail terminal, il sera intéressant que les sites quand même puissent être considérés comme une source sérieuse d'information. Voilà. C'est la partie bibliographie. Je repars dans le sens normal. Alors bien sûr que les fautes, il y en a certainement. Mais vous aurez nos travaux, vous allez les corriger. Donc ça nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour vous écouter. Okay. Voilà. Alors, ça prend encore ici. Page 4. Je vais aller de tous les côtés, c'est pas grave. Page 4. Page 4 et page 5. J'ai vu qu'il y a des éléments qui se répétaient. Je ne sais pas pourquoi. Chapitre 1. Non, c'est pas ça, je me trompe. Page 4, je me trompe. Je vais y arriver, pardonnez-moi. Lorsque vous allez sur la table de matière, table des matières, pardonnez-moi, table des matières, ok? J'ai lu page 5 et 4, vous écrivez première partie, approche structurelle et conceptuelle de l'étude. On y est? Approche structurelle et conceptuelle de l'étude. Ça, c'est page 4. Je vais à la page 5, c'est-à-dire cette fois-ci chapitre 1. Là, c'était première partie, approche structurelle et conceptuelle de l'étude. Chapitre 1, approche structurelle et conceptuelle de l'étude. Ça m'a donné le sentiment que, à cet instant-là déjà, que vous étiez en train de manquer d'idées. Je ne vois pas pourquoi. On fait première partie, approche, chapitre 1, approche. Il y a moyen de changer. Et moi, je souhaiterais vraiment que vous puissiez changer. Ne mettez pas le même titre pour le chapitre et pour la première partie. Il y a moyen de changer. Oui? C'est bon? Il y a moyen de changer. Alors, après ça, on va à la page 3, cette fois-ci. Page 3. On va aller petit à petit, on va y arriver. Page 3, c'est la page où vous avez présenté vos hypothèses, vos questions de recherche, vos problèmes, votre problématique. Je veux savoir, est-ce que vous faites une différence entre problématique et problème? Entre problématique et problème. Je continue, si vous avez fini bien sûr.
Toujours à la page 3. Deuxième paragraphe, je pense. Le cadre théorique, il faut que vous suiviez pour que ça soit utile. Page 3 toujours. Le cadre théorique. Le cadre théorique, bien sûr. Le cadre théorique ainsi élaboré nous amène à poser la question de recherche de la manière suivante. N'est-ce pas? Question de recherche de la manière suivante. Je continue. Je découvre qu'il y a deux questions. Vous avez bien dit, vous amène à poser la question de recherche. Mais je découvre, je répète, qu'il y a deux questions. Donc je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est clair? Vous notez. Cadre théorique, ainsi, nous amène à poser la question de recherche. Je découvre qu'il y a deux questions. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Je continue. Les deux questions de recherche. Non. Non, là je me mets les mains les pieds. Cette question de recherche. Vous revenez sur votre question de recherche qui apparaît double par la suite. Cette question de recherche. Donc vous comprenez ma difficulté. Voilà. Cette question de recherche soulève les hypothèses suivantes. Cette question de recherche ne peut pas soulever les hypothèses. Cette question de recherche ne peut pas soulever des hypothèses. Et ce déséquilibre est dû au fait que vous n'avez pas su dégager une question centrale. Vous n'avez pas su dégager une question centrale que vous avez confondue avec la question de recherche. Il faut qu'il y ait une question centrale. OK? Et à cette question centrale, on pourra dégager deux questions de recherche. Si je considère que ces deux questions de recherche sont celles-ci, ça veut dire qu'il manque une question centrale. Et donc pour moi, je vais considérer jusqu'au bout que ces deux questions sont vos questions de recherche. Et qui se sont appuyées et qui... Bon, on a continué. Donc, ces deux questions de recherche, j'ai fait une petite contribution, nous poussent à élaborer deux hypothèses. Deux questions de recherche, deux hypothèses. Et je vous poserai la question de savoir comment est-ce que vous avez validé ces hypothèses-là, si on a le temps, bien sûr. J'ai regardé l'équilibre. Je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même le travail assez équilibré. J'avais préparé une question que je me posais sur l'école conventionnée, tout ça. Je pense que j'ai eu des réponses. Pas de problème. À la page 8, je me pose la question pourquoi il y a sommaire et table matière pour les mêmes contenus. On est d'accord? Allez-y à la page 8. J'ai observé que là aussi, je dis, est-ce qu'elle manque de matière? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous avez vu? À la page 8. Page 8. Vous avez trouvé? Non, monsieur. À la page 8, nous avons organisation et convention. Non, non, dans votre texte, votre sommaire, votre table matière,
Votre sommaire est suivi immédiatement par la table de matière qui devrait être à la fin de votre document. C'est ça qui pose le problème. Voilà, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, ok. Mais quoi qu'il en... Non, c'est pas... Quoi qu'il en soit, il y a... ça m'a gêné. Page 1, je répète, encore. Page 1. Vous dites... Page 1, vous dites, la formation continue a pour objectif de mettre en place des dispositifs de formation, de la formation continue, plus adéquats. C'est ça, plus adéquats. Et moi, simplement, je vous pose la question de savoir en quoi le dispositif de formation n'était pas totalement adéquat. En quoi? Et quelles sont les actions correctives nécessaires? On continue, très rapidement je vais m'arrêter. Est-ce que vous confondez la formation et la formation continue? Est-ce que vous confondez la formation et l'autre partie, c'est-à-dire la formation continue? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Je vais faire une petite synthèse pour laisser la parole. J'ai vu 1960-1965, promulgation de l'histoire des écoles confessionnelles, n'est-ce pas? Est-ce que, peut-être sur la dernière question, je vous laisserai tous mes papiers, vous lirez. Ça, c'est la page 6. Hein. « 1960-1965, promulgation de la nationalisation des écoles confessionnelles. » Ok? Et donc, je me pose la question de savoir, est-ce que la formation confessionnelle était adaptée ou non à la formation. Chers collègues, je vais être obligé de t'arrêter. D'accord, merci bien. Je vais m'arrêter, c'est dommage, c'est comme ça. Ok, je vous laisse mes papiers pour laisser la parole à l'autre examinateur. Sœur Doudi, Madame Iwanga, d'intervenir. De répondre aux questions posées par vous. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, vous nous avez posé la question de savoir quel genre de management il s'agit. Je dirais c'est le management participatif, parce que je ne veux pas imposer ma volonté, je veux collaborer avec mes enseignants, mes collaborateurs, s'il faut faire la réduction. En ce qui concerne, vous avez demandé de faire une différence entre le problème et la problématique. La problématique, c'est une tension. Mais par contre, le problème, c'est une situation. S'il faut dire comme ça. Une situation qui se présente, qu'on peut résoudre. Qui se présente, qu'on peut résoudre. Mais la problématique, c'est une tension.
qui nous pousse à faire des recherches pour trouver une solution. Merci. Merci. À la question de savoir comment avez-vous validé ces hypothèses. Déjà, je voudrais rappeler les hypothèses ici, très rapidement. Donc, la formation continue est en inadéquation avec les besoins spécifiques des enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches. Et la lenteur de procédure de traitement de dossiers fait que la majorité des enseignants formés sont utilisés mais non reclassés dans l'immédiat. Donc la première hypothèse selon laquelle l'inadéquation avec les besoins spécifiques des enseignants, c'est lorsque nous avons constaté sur le terrain que les enseignants, de façon générale, participent aux formations continues. Ils sont nombreux à participer aux formations. Le seul problème, c'est qu'il y a eu un gap entre le réel et la pratique. Ce qu'ils ont vu en formation, ils ne peuvent pas le pratiquer parce que leurs besoins, les programmes, donc le contenu de formation ne correspond pas à leurs besoins réels. Donc je prendrai un exemple. Parfois, il y a des enseignants qui ont des élèves difficiles. Ils n'arrivent pas à gérer. Il y a aussi le stress. Donc il faudrait qu'il y ait un programme ou encore un atelier de formation permettant à ces enseignants de pouvoir gérer ces élèves qui sont difficiles ou encore gérer le stress par exemple. Parce que ce n'est pas une tâche facile. Autre chose, la lenteur de la procédure de traitement. Donc déjà, ces hypothèses ont été vérifiées. Lorsque nous avons établi notre questionnaire, nous avons constaté au moins une marque de 66%. D'enseignants ont constaté, plus de 50% ont constaté que la formation ne répondait pas aux besoins réels des enseignants. Et concernant la lenteur de procédure de traitement de dossier, nous avons constaté aussi sur le terrain que beaucoup d'enseignants sont pratiquement démotivés. Ils suivent la formation, ils sont motivés à aller suivre des formations. Au sortir de leur formation, ils sont utilisés, mais pas efficacement. Ils ont un nouveau grade, mais ils reprennent toujours dans les mêmes fonctions. Et lorsqu'ils partent pour déposer le dossier, mentionnant qu'ils doivent être reclassés, les procédures sont tellement longues. Il y en a un enseignant qui nous a dit que son frère a été reclassé lorsqu'il est parti en retraite. Ça, c'est un réel problème. La procédure est tellement longue, ça prend plus de 2 ans, 3 ans. Ils sont toujours dans le même poste alors qu'ils ont suivi une formation continue permettant à ces personnes de gravir les échelons. Et cela a été vérifié au travers de notre questionnaire. Je vous remercie. Qui sait que s'il y a nécessité de formation continue des enseignants, c'est que quelque part, il y a au fil du temps peut-être une obsolescence, soit des contenus, soit des méthodes pédagogiques, quelque part. C'est-à-dire que l'acte pédagogique réalisé, accompli par les enseignants, n'est plus aussi productif qu'on le voudrait. La formation continue vient apporter des compétences qui permettent de rectifier. Mais y a-t-il des rapports qui évaluent les défaillances, le déficit en technicité pédagogique des enseignants? Est-ce qu'il y a dès le départ des rapports qui font le diagnostic de la dégradation de la situation? C'est-à-dire qu'on observe que, eh bien, par exemple, à la fin de l'année, eh bien, les résultats deviennent de plus en plus mauvais.
À partir de là, on peut se dire que cela peut être dû à la qualité des enseignants. Cela peut être dû aux insuffisances des enseignants. Qu'il y a un problème au niveau de compétences pédagogiques. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Ça veut dire que, bon, il faut les mettre en stage. Parce que la formation continue, oui. Il y a parfois des stages de recyclage. Parce que ces enseignants, vous les avez pris au niveau du secondaire. Sans le justifier d'ailleurs. Il faut le justifier. Pourquoi vous avez choisi ce secondaire? Peu importe. Parce qu'au secondaire, c'est des enseignants qui enseignent des disciplines. Que ce soit au collège ou au lycée. Est-ce que vous avez fait cette différence-là? Est-ce que dans l'enseignement des mathématiques, tel qu'on observe les résultats au baccalauréat, il y a une déperdition de l'efficacité pédagogique de ces enseignants-là qui nécessite qu'on rectifie les choses en donnant de la formation continue, du perfectionnement? Voilà les termes dans lesquels se posent les choses. Ça n'a rien à voir. Vous parlez du reclassement. Le reclassement, oui, c'est vrai. Ça, c'est après la formation continue. Ça, c'est un acte administratif qui n'a strictement rien de pédagogique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Il y a un effet. Mais, quelque part, il faut qu'il y ait croisement entre les nécessités de fonctionnement de l'enseignement-apprentissage dans les classes et puis, bon, les aspirations légitimes des enseignants à une meilleure rémunération. On ne peut pas aller en formation continue uniquement pour avoir un meilleur salaire. L'État n'y gagnerait absolument rien. Qui c'est qui identifie les besoins de formation en formation continue? Qui? Est-ce qu'il y a des rapports d'inspection qui indiquent que, bon, dans tel établissement, on se rend compte que les professeurs de géographie, eh bien, ils n'enseignent plus bien, ils n'enseignent pas bien. Par conséquent, il faut les soumettre à une formation continue ou à un recyclage ou à un stage de perfectionnement. Voyez? Voilà dans quel terme se pose le problème. Parce que la formation continue n'est pas qu'une question sociale. Elle est également une question, eh bien, pédagogique, de réajustement des connaissances. De réajustement des connaissances, de remise à niveau, j'allais dire, professionnel de l'enseignant qui est dans la classe. Pourquoi? Parce que bientôt on va aller à l'intelligence artificielle. Quelque part, il faudrait que nos enseignants, eh bien, s'y mettent aussi. Formation continue ou réajustement des connaissances. Vous comprenez? Qui c'est qui identifie les besoins de formation en formation continue? Est-ce que ça existe quelque part? Ou c'est tout simplement l'aspiration sociale de chaque enseignant qui dit « Moi là, je suis professeur de lycée, je gagne ça. Plutôt professeur de collège, je gagne ça. Si je vais à l'ENS, si je passe professeur de lycée, je vais gagner cela. » Mais qu'est-ce que ça apporte véritablement au système éducatif? Nous voyons la chose en termes de revalorisation de la condition enseignante, la condition des enseignants. Oui, c'est nécessaire. Je vous attendais plutôt, sœur Ndoudi, sur le traitement des enseignants du public et les enseignants, le traitement dévolu aux enseignants du privé. Parce qu'il semble qu'il y a une certaine différence quelque part. Je vous attendais cela, je vous attendais là, mais je n'ai pas entendu ça. Vous comprenez? Sur les conditions même de réajustement des stages de perfectionnement. Voyez? Est-ce que l'amélioration des connaissances chez un enseignant ne passe que par la formation continue? Non. Il y a des départements pédagogiques dans les établissements.
où on discute des contenus pédagogiques, on discute des curricula, on discute de pas mal de choses, on discute du comportement des élèves, on discute... Bref, comment ça fonctionne? Est-ce que le fonctionnement de l'enseignement-apprentissage disciplinaire dans les établissements nécessite tout simplement de la formation continue? Vous voyez? Et il y a donc tout un ensemble de questions, mais il y a tout ça. Vous parlez d'inadéquation entre la formation et les besoins des enseignants. Inadéquation entre la formation et les besoins des enseignants. D'où vient cette inadéquation? Quels sont les besoins des enseignants? Leurs besoins, c'est quoi? C'est mieux enseigner, avoir plus d'élèves qui réussissent aux examens. C'est pas ça les besoins des enseignants. Les besoins des enseignants, c'est ça. Vous comprenez? Quand vous parlez d'inadéquation entre la formation, ça veut dire que le contenu de la formation ne permet pas, les programmes qu'on leur enseigne ne permettent pas d'avoir... Mais la formation, c'est... On vous donne des connaissances, on vous donne des savoir-faire, on vous donne des savoir-être, on vous donne des savoirs. Que par la suite, administrativement, les dossiers par la fonction publique traînent à être traités, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Bien entendu, l'enseignant qui va à l'ENS, ou bien qui va à l'école nationale de formation de Mouyonzi, eh bien, espère améliorer. Les enseignants, ce sont les gens qui passent le plus de temps à passer des examens, à passer des concours, parce qu'ils pour pouvoir améliorer leurs conditions. Bien entendu. L'objectif de la formation continue n'est que subsidiairement, n'est que conséquemment c'est par corrélation, celui d'augmenter son salaire. On vous envoie pour que vous enseigniez mieux, on vous envoie pour que, etc., etc. On envoie des... C'est cela. Ah, j'aurais d'ailleurs voulu poser une autre question, mais vous voyez, je n'ai pas le temps. Quelle est la spécificité catholique de la formation des enseignants, formation continue des enseignants? Est-ce qu'il y a des valeurs particulières? Moi, je suis un pur produit de l'école privée catholique, depuis le CP1 jusqu'à... Bon, comprenez? Jusqu'à m'occuper de l'université catholique de Pointe-Noire en cours de création, dont je suis le membre du conseil d'administration. Mais est-ce qu'il y a une spécificité, puisqu'il s'agit ici des écoles? Vous avez eu catholique sur la couverture. Y a-t-il une spécificité? Le contenu de cette formation continue, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que le fait d'aspirer un peu plus d'argent? Voyez, il y a donc tout un ensemble de questions, je vais dire un faisceau de questions qui méritaient d'être posées. Bon, je fais mienne toutes les remarques que mes collègues ont faites sur la table des matières, sur le résumé, sur... il y a la numérotation, hein, pour revenir à quelque chose. Vous avez deux fois des 1, 2, plusieurs fois... Non, la numérotation, quand vous reprenez chaque chapitre, il faut le chapitre 3... Après, vous avez 3-1, 3-2. Le chapitre 4, après, vous avez 4-1, 4-2. Ça vous évite d'avoir plusieurs 1-1, plusieurs 1-2. Il faut revoir la numérotation. La bibliographie, j'avais des observations à faire. Elles ont déjà été faites. Mais je pense qu'il manque quelque part un diagnostic. Et le diagnostic le plus objectif, c'est lequel? On reconnaît la qualité d'un enseignement au résultat aux examens. Au résultat aux examens, dans telle ou telle discipline. Sœur nous dit, Madame Iwanga, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas laisser les impétrantes intervenir,
puisque je vais vous inviter à bien vouloir quitter la salle pour nous permettre de délibérer. On se retrouve dans 5 minutes. Moi, je mets mon mémoire à disposition. Sœur Smert Guylaine Lorndoudi, Madame Laetitia Lana Iwanga, vous avez présenté à l'École supérieure de gestion un mémoire intitulé « Formation continue des enseignants des écoles conventionnées catholiques de type 1, problèmes et perspectives » en vue de l'obtention du diplôme de master professionnel. Parcours, management des ressources humaines. Le jury a lu votre travail. Le jury a entendu la présentation que vous en avez faite. Le jury a entendu les réponses que vous avez apportées aux questions qui vous ont été posées. Et vous accorde les notes suivantes à l'une et à l'autre. Je dis à l'une et à l'autre parce qu'il arrive que ce soit différent. Fiche de suivi 2 sur 2. 2 sur 3, pardon. Présentation en binôme 2 sur 2. Forme du mémoire 1,5 sur 2. Exposé 2 sur 3. Fond ou contenu du mémoire 4,5 sur 6. Réponse aux questions 3 sur 4, soit un total de 15 sur 20, mention bien. Félicitations. Félicitations. Merci, monsieur. Les photos, c'est là et là. Eh bien, nous allons vous remettre nos exemplaires, surtout que pour que vous procédiez dans un délai de 10 jours à la correction de votre travail afin de pouvoir obtenir votre diplôme. Merci. Voilà. Qui c'est qui est la plus jeune? C'est vous. Voilà. Félicitations. Ben, si vous avez un mot à dire, vous le dites avant que nous. Merci, monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, chers parents, chères sœurs, chers amis et connaissances, nous vous disons merci pour votre présence ici. Et je dis merci à madame Lana qui m'a fait confiance
dans notre travail, notre aventure intellectuelle. Je suis très contente pour cette soutenance. J'ai vu que la sœur est capable, elle a bien défendu son mémoire. Je suis très contente de cela. Je suis très émue et contente parce que ça n'a pas été facile pour faire ce travail. Nous avons passé 2 mois sans recherche. Nous sommes allés à la formation continue, à la direction des formations continues, où nous avons déposé notre attestation de recherche. On ne nous a pas reçu 2 mois et on n'a pas pu faire le travail. C'est vers la fin que nous sommes repartis à la coordination pour demander si on pouvait ajouter catholique dedans. Et avant, c'était seulement la formation des écoles conventionnées. Mais quand on a ajouté des écoles catholiques, c'est là où on a pu avoir les informations par le concours de la CEDUC et la DEDEC. Donc je remercie beaucoup l'Église catholique qui m'a permis vraiment de réaliser ce travail parce que ce n'était pas facile. Merci beaucoup. Je dirais, je suis très contente de participer à cette cérémonie de soutenance, venir assister à la soutenance de ma consoeur. En tout cas, ça a été, c'était pas facile, mais je l'encourage avec tout ce qu'elle a comme activité à l'école. C'est le deuil du complexe scolaire Anne-Marie Javoué et au même temps étudiante, c'est pas facile. Mais ça a été, et j'étais contente par rapport à son travail. Elle a travaillé sur les écoles catholiques. Pour moi, ça m'a donné un plus. Merci, je vous remercie.